Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Solidarité TV sur le thème « Quelle priorité pour la jeunesse ?» Ce rendez-vous a été préparé avec le soutien du Crédit Coopératif et de Harmonie Mutuelle ESS, notre partenaire pour cette émission. Comme vous le savez, cette émission est diffusée en direct et vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos intervenants grâce au fil de discussion situé à la droite de votre écran. Mais je n'en dis pas plus et je vous propose que nous passions tout de suite à notre première séquence. Marquée par la crise sanitaire qui a généré de nombreux traumatismes, la jeunesse subit de profondes inégalités, tant du point de vue de l'accès à la scolarité, à l'emploi, aux ressources financières, à la culture. Quelle est la nature de toutes ces inégalités ? Quels sont les jeunes les plus vulnérables? Comment faire en sorte pour que chacun d'entre eux puisse trouver sa place dans la société? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Tom Chevalier, chargé de recherche CNRS au laboratoire à Rennes. Merci d'être présent avec nous. Et Tommy Perra, délégué national de l'Union nationale des comités locaux, c'est long à dire, pour le logement autonome des jeunes. Je vous remercie d'être avec nous. Avant que nous débutions nos échanges, nous avons interrogé les acteurs de la solidarité pour connaître quelques-unes de leurs propositions sur ce sujet de la jeunesse. On les écoute et on en parle. Pour améliorer la situation dans le secteur de la protection de l'enfance, c'est de donner envie à des professionnels de venir travailler avec nous. Si on n'a pas de professionnels pour entourer nos jeunes, pour les accompagner au quotidien, on pourra avoir les meilleures idées, mais il faut des personnes sur le terrain. Donc il y a vraiment un effort au niveau du recrutement qui passe par de la reconnaissance, au-delà d'un salaire, mais qui passe aussi par une reconnaissance de leurs valeurs et de l'importance de leur métier. Je pense qu'on est vraiment dans une idée de besoin de repères pour les jeunes aujourd'hui. Il y a un sentiment un peu de délitement de confiance envers les institutions, envers les scolarités, envers les établissements qui accueillent du public comme nous, les maisons d'enfants à caractère social. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de reformer une unité entre les familles, entre les différentes institutions, pour apporter un cadre un peu unique et un repère fort et solide pour les jeunes qu'on accompagne, qui sont en manque de repères actuellement et qui ont vraiment besoin de ça. Je vais prendre l'exemple concret ici à l'AMEX. Un jeune qui arrive à l'AMEX n'est pas forcément en confiance quand il est placé. Et nous devons travailler ce lien avec lui. Il faut le faire très rapidement parce que les placements peuvent être très courts et c'est ce lien qui va faire la différence. Une fois que le jeune a confiance aux éducateurs, aux adultes présents ici à l'institution, le travail est beaucoup plus facile. Dans la société, on prend de plus en plus en compte la parole des jeunes, notamment quand ils commencent à parler s'ils ont des difficultés ou autres, mais pas assez de leurs revendications, pas assez de ce qu'ils ressentent, hein, leur ressenti sur le monde actuel, sur comment ils vivent la violence, comment ils vivent leurs difficultés, leur placement quand ils sont placés, leur scolarité. On ne va pas aller assez chercher ce qu'ils ressentent. Il est important que tous les talents de chaque individu et de chaque jeune soient mis en exergue. Et ça, c'est un travail qui doit être fait avec eux et avec les adultes. On ne peut pas dissocier les jeunes des adultes. Il faut très vite les amener à être des citoyens éclairés et acteurs de leur vie et qui trouvent du sens à leur engagement et à leur vie professionnelle plus tard. Alors après ce premier reportage, ce premier micro-trottoir, je voudrais me tourner vers Tom Chevalier pour poser d'abord une question très très globale. On a évoqué dans l'introduction de l'émission un certain nombre de difficultés que traverse la jeunesse. Si elles sont nombreuses, très très variées, c'est quoi les principales difficultés dont souffre aujourd'hui la jeunesse ? Alors la jeunesse est très globale aussi, donc tout est très global. Je vous laisse me répondre. Alors sur les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes, tout est un peu interconnecté, il y en a plusieurs mais elles sont liées entre elles. Le premier enjeu, c'est l'enjeu de l'emploi, puisqu'on sait que le chômage se concentre principalement sur les tranches d'âge les plus jeunes, avec par exemple un taux de chômage donc pour les moins de 25 ans en France qui est autour de 20%, bon an, mal an, alors que pour les autres tranches d'âge, on est sur 10%, même moins de 10%. Donc on est à un taux de chômage structurellement élevé de plus de deux fois supérieur pour les jeunes. Donc c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est, à côté de l'accès à l'emploi, c'est l'accès à la formation.
puisque là, l'accès à la formation s'est complètement transformé depuis le sortir de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, on a 5% d'une classe d'âge qui continue dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on est à 50% d'une classe d'âge. Donc c'est x10, c'est un jeune sur deux qui continue ses études dans l'enseignement supérieur. Ça change complètement les choses et ça se retrouve par rapport à l'enjeu du chômage, puisqu'on sait que le niveau de diplôme a un effet très fort sur l'accès à l'emploi. Et le troisième enjeu, qui là aussi est connecté aux deux autres, c'est quel accès à quelles ressources. Puisque avec l'allongement de la durée des études, donc on est plus longtemps inactif, c'est-à-dire pas présent sur le marché du travail, donc sans activité salariée nécessairement, en tout cas à temps plein. Et de même, le chômage pose la question de l'accès à des ressources. Donc la question qui lie aussi ces deux enjeux, c'est quelles sont les ressources auxquelles peuvent prétendre les jeunes pendant ces deux périodes bien particulières que sont le chômage et les études. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. Tommy, est-ce que vous partagez ce diagnostic? J'imagine que oui, mais j'imagine que vous allez aussi nous rajouter une petite touche logement parmi ces difficultés. Alors, complètement, on partage entièrement ce constat-là. Un élément qui me semble important de préciser en amont, c'est aussi que, d'une manière générale, on a tendance un peu à réifier les difficultés des jeunes et à considérer que, ils sont en galère parce qu'ils sont jeunes, c'est comme ça et pas autrement. Or, en fait, toutes ces difficultés ne sont pas naturelles, elles sont construites, que ce soit par des institutions comme le marché du travail ou par les politiques publiques qui vont permettre l'accès à des ressources, l'accès à des emplois aidés ou accompagnés, ou, dans notre cas, la question de l'accès au logement. Et donc, si ces difficultés ne sont pas naturelles, ça veut dire qu'on peut y répondre, mais malheureusement, elles s'entretiennent entre elles et on aura l'occasion d'en parler, mais elles ont tendance à s'aggraver. C'est ça qui est intéressant dans ce que vous me racontez tous les deux, c'est que c'est cette articulation justement entre ces différentes difficultés. On ne peut pas forcément les hiérarchiser. En fait, elles sont toutes liées les unes aux autres, c'est ça. Et si on reprend la question de l'emploi, le chômage, c'est une chose, mais on a aussi, même en emploi, par exemple, des jeunes qui sont beaucoup plus que la population générale dans des emplois précaires, type CDD, intérim ou autre. Et ça va avoir un impact en termes de niveau de vie, de capacité d'accéder au logement, etc. Et quand on voit sur nous le champ sur lequel on intervient, qu'est la question du logement, on a des difficultés qui sont absolument majeures. Les jeunes ont un taux d'effort, c'est-à-dire la part de leurs revenus qu'ils vont consacrer au logement qui est 2 fois supérieure à la population générale. Ils sont en moyenne 3 fois plus présents dans le parc privé, le parc locatif privé, qui est le parc le plus cher. Donc ils accèdent moins au parc social, ils accèdent moins à la propriété. Et même quand ils ont un logement, ils sont en réalité, ils ont des problématiques de mal logement, que ce soit sur l'isolation ou la suroccupation, qui sont pareil 2 fois supérieurs à l'ensemble de la population. Donc on a tous ces éléments qui vont s'entretenir, parce que qui dit mauvais emploi dit mauvais accès aux soins, au logement, à la vie sociale, mais réciproquement, avoir des difficultés à se soigner ou accéder au logement va freiner dans l'accès à l'emploi et à la formation. Bah oui, d'accord, très bien. Alors justement, on a décrit un certain nombre de difficultés. On a beaucoup évoqué, on l'a dit en introduction, l'impact de la crise sanitaire sur la jeunesse. Est-ce que si on se positionne à 3, 4, 5 ans, est-ce qu'on peut considérer, alors je ne sais pas si on a des études sur le sujet, que la situation justement, et que tous ces facteurs de fragilité ont eu tendance à s'accroître? Est-ce que la situation des jeunes s'est dégradée ces dernières années? Oui et non. C'est-à-dire que effectivement, on a tous été, la France entière a été choquée de ces files d'étudiantes qui faisaient la queue aux banques alimentaires. Ce ne sont que les étudiants, hein. Il y a plein d'autres jeunes qui sont concernés. Et puis c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'en réalité, ces files d'étudiants, elles existent depuis des années. Il y a tout un tas de facteurs dont les aggravations sont très anciennes. On connaît tous la montée du chômage depuis 30 ans, mais si on prend la question du logement, il y a un vrai décrochage entre le niveau de revenu de l'ensemble de la population et le coût du logement depuis le début des années 2000, qui a en fait connu un nouveau coup d'accélérateur avec le Covid, mais qui était déjà, on va dire, une tendance de fond. Et c'est vrai aussi pour la multiplication des contrats précaires que j'évoquais avant, ou le durcissement des conditions d'accès à la formation depuis quelques années. Donc en fait, finalement, le Covid a plus agi comme un révélateur que comme une crise en tant que telle. Un accélérateur, Et là maintenant, on se retrouve avec un espèce d'effet ciseau où l'augmentation des prix touche énormément le public jeune. Alors on parle un peu souvent du carburant, mais on oublie 2 autres éléments essentiels que sont l'alimentation et le logement. Tout le monde en a besoin, et particulièrement les jeunes. Et face à ça, les aides qui sont en face, c'est-à-dire les aides en matière d'assurance chômage, les aides au logement, les différents outils de la solidarité nationale, sont à tout le moins pas à la hauteur, voire en dégradation par rapport aux années précédentes. Je pense qu'on peut dire que le quoi qu'il en coûte a vécu, surtout quand on parle de solidarité avec les jeunes. Très bien. Est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de plus justement sur cette dégradation de la situation des jeunes? Est-ce qu'effectivement
la crise a eu un effet de mise en lumière de toutes ces difficultés, ou est-ce qu'au contraire elle a accéléré des fragilités déjà préexistantes? C'est quoi votre analyse sur ce sujet, cette vision dynamique un petit peu des situations de fragilité? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'en matière en tout cas de revenus et de conditions de vie, c'est très difficile d'avoir de bonnes données sur le sujet. Oui, vous me l'aviez expliqué quand on avait échangé sur le sujet. Voilà, parce que quand on regarde le revenu des jeunes, il y a tout l'enjeu en fait de l'aide des parents qui est très mal saisi par les statistiques. Et donc c'est assez difficile d'évaluer notamment les taux de pauvreté des jeunes, de bien la saisir, et encore plus le taux de pauvreté des étudiants. Très peu de statistiques là-dessus. Donc en fait, quand on regarde les conditions de vie des étudiants, par exemple, on peut utiliser les données de l'Observatoire de la vie étudiante, il n'y a pas eu particulièrement de dégradation, semble-t-il, ces dernières années, quand on regarde uniquement les conditions de vie. En revanche, si on regarde le ressenti de la précarité économique, on n'a pas d'aggravation sur les dernières années, mais on a une grosse aggravation au moment du confinement de 2020. Voilà, c'est ce qui ressort des dernières données qu'on a, puisqu'on est toujours en décalage en matière de données de quelques années. Donc là, on a les données de 2020 en la matière. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un décrochage effectivement en matière de ressenti de la précarité économique. Pour les étudiants, on est à un quart des étudiants qui considèrent qu'ils ont des difficultés financières. Avec le confinement de 2020, on était monté à un tiers des étudiants. Voilà, donc ça s'était aggravé. Mais sur les dernières années, donc l'après-Covid, on n'a pas encore vraiment de données. Donc il y a des études qualitatives qui sont sorties, qui montrent qu'il y a des difficultés qui augmentent pour les étudiants ou les jeunes en général. On a des remontées des associations aussi, qui disent que le public jeune, et en particulier le public étudiant, est un nouveau public pour l'aide alimentaire. Donc là, on voit une dégradation à ce niveau-là. Mais comme disait Tommy, c'est même s'il y a une aggravation, et encore, donc il faut prendre avec des pincettes parce que c'est assez difficile à évaluer, mais même s'il n'y a pas d'aggravation, on est sur un niveau structurellement très élevé, de toute façon, de pauvreté et de précarité des jeunes, puisque comme je le disais, par exemple pour les étudiants, on est à un quart des étudiants qui ressentent de la précarité économique. Si on compare avec le taux de pauvreté, par exemple, de la population générale, on est autour de 14%. Donc on voit le décalage complet à ce niveau-là. Donc c'est pas parce qu'il y a pas de dégradation, à prendre avec des pincettes, que le niveau n'est pas élevé de toute façon. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Si vous me permettez de compléter sur la question du logement, par exemple, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à savoir où vivent les jeunes et leurs conditions de logement réelles. Et si on prend en réalité la dernière grande enquête logement réalisée par l'INSEE, elle date de 2013. Donc là, il y en a une nouvelle qui est en cours et qui sortira en 2023. Plus de 10 ans après, il y a fort à parier que le décalage sur ces 10 ans soit assez colossal pour l'ensemble des publics et particulièrement les jeunes. D'accord, donc peut-être que les études à venir vont nous montrer justement ces fameux chiffres qui montrent une certaine aggravation. D'accord, très bien. Alors, comme on a pu le voir, effectivement, les difficultés dont souffrent les jeunes touchent des domaines extrêmement divers. Mais comment tenter d'atténuer ces difficultés? Daniel Goldberg, président de l'UNIOPS, nous propose quelques pistes d'action. On l'écoute et on en discute. La jeunesse vit une forme de Covid social long. Et tout ce que j'ai pu dire précédemment sur les formes de fragilité qu'a touché la jeunesse au moment le plus aigu de la crise Covid se retrouve quelque part encore aujourd'hui, soit en pointillé, soit plus qu'en pointillé. Donc il faut répondre de manière multiple. D'abord pour celles et ceux qui sont encore en études, que ce soit au lycée, à l'université ou dans toute forme d'études, bien il faut assurer un suivi pédagogique sans doute renforcé pour éviter les décrochages scolaires. Pour celles et ceux qui entrent ou vont entrer sur le marché du travail, eh bien il faut faciliter cette entrée sur le marché du travail, une reconnaissance des diplômes, des qualifications et des contrats qui permettent aussi de sortir d'une forme de précarité pour les jeunes, alors qu'ils sont sur le marché du travail. Et puis, il y a toutes celles et tous ceux qui sont malheureusement ni en situation d'études, ni en situation professionnelle, qui sont au chômage, qui sont en rupture d'études, qui sont parfois en rupture sociale, y compris parce qu'ils ne sont pas aidés par leur famille, qui ne peuvent pas, ou parce que y a des ruptures familiales aussi. Et alors là, on n'est pas du tout à la hauteur en termes d'ouverture des droits pour cette jeunesse-là, qui n'est pas une petite partie de la jeunesse. Il y a beaucoup des jeunes, des classes populaires, mais aussi des classes moyennes qui sont en grande difficulté sociale aujourd'hui, et il est incompréhensible, et notamment quand on compare par rapport à d'autres pays étrangers comparables, que l'ouverture des droits sociaux, et notamment le RSA, ne se fasse pas pour les moins de 25 ans.
Alors après ces propos du président de l'UNIOPS, Tom Chevalier, qu'est-ce qu'on peut dire justement, sur les moyens d'atténuer toutes ces difficultés de la jeunesse? Daniel Goldberg évoquait effectivement le fameux accès du RSA aux moins de 25 ans. Hein. Est-ce que ça fait partie des premières pistes qu'il faut explorer? Et quelles autres pistes vous souhaiteriez nous proposer? Alors, il y a plein de choses qui sont possibles pour Oui. accompagner les jeunes dans l'âge adulte, dans l'entrée dans l'âge adulte et vers l'autonomie. Ouais. En Europe, on voit plein de stratégies différentes. Bien sûr. Et la première des stratégies, c'est les aider à rentrer sur le marché du travail et accéder à l'emploi. Et de ce point de vue-là, les politiques qui sont pertinentes en la matière, ce sont tout le champ des politiques d'éducation et des politiques de l'emploi. Et là, en Europe, on a vraiment deux stratégies complètement différentes. On a une stratégie qui est il faut garantir un niveau minimal de compétences à tous les jeunes qui leur garantira du coup un accès à un emploi de qualité, qualifié, avec une bonne rémunération. Donc dans ces pays-là, il y a un fort investissement dans la formation, dans le capital humain des jeunes. On a d'autres pays qui, au contraire... Et ça, c'est quel pays? Ça, c'est par exemple les pays nordiques. D'accord. Voilà. Okay. On a d'autres pays où le système est beaucoup plus inégalitaire en matière d'accès à la formation, beaucoup plus de décrochage scolaire, de sortie sans qualification du système éducatif et donc plus de difficultés une fois rentré sur le marché du travail. Et on a, donc ça c'est le premier champ de politique publique important, donc politique d'éducation, politique de l'emploi. Mais on a un autre champ de politique publique, mais la stratégie est un peu différente, le mode d'intervention de l'État est un peu différent, c'est les aides publiques. L'accès aux aides publiques a aussi un effet sur l'accès à l'autonomie des jeunes et l'entrée dans l'âge adulte. Et là, c'est la façon dont on considère les jeunes dans le cycle de vie. Sont-ils des enfants ou sont-ils des adultes? Et là, on a deux stratégies aussi en Europe, soit une familialisation de l'action publique lorsque les jeunes sont vus comme des enfants, comme on peut avoir en France par exemple, donc avec des âges limites qui sont autour de 25 ans, avec des bourses qui dépendent du revenu des parents, l'importance de la politique familiale. Mais on a des pays qui considèrent que les jeunes sont des adultes à partir de 18 ans. Donc à partir de 18 ans, majorité civile, majorité politique, le droit de vote et majorité sociale. Accès au revenu minimum, par exemple, dès 18 ans, des bourses qui ne dépendent pas du revenu des parents, donc qui sont pratiquement universelles pour tous les étudiants, et pas de politique familiale dans ces pays-là. Voilà, donc c'est des stratégies complètement différentes du point de vue de la lutte contre la précarité des jeunes et leur accompagnement dans l'entrée dans l'âge adulte. D'accord, très bien. Alors justement, est-ce qu'il faut considérer que les jeunes sont déjà des adultes à partir de 18 ans? Et est-ce que justement ce champ des politiques publiques doit évoluer justement pour que cette approche de la jeunesse soit un peu différente? C'est assez amusant. D'une manière générale, on a tendance à entendre un peu des acteurs politiques divers et variés dire que les jeunes, entendu les jeunes adultes, sont les citoyens de demain. Sauf de ma part, c'est les citoyens d'aujourd'hui déjà. Et c'est déjà des acteurs politiques, sociaux, économiques. Non, et donc, on devrait avoir des réponses qui sont à la hauteur. Et avant d'entrer dans d'autres sujets, sur la question du RSA sur les moins de 25 ans, c'est une aberration historique absolument ahurissante que le public de moins de 25 ans n'y ait pas accès. Il n'y a aucune bonne justification socio-économique à cette politique, autre que des simples économies et une vision un peu préconçue des jeunes. Et le problème, c'est que derrière tout ça, ça a un impact. C'est-à-dire que nous qui accueillons et accompagnons les jeunes en difficulté, on accueille presque 20% de jeunes avec zéro ressource. Et par zéro, j'entends vraiment zéro. Et donc, quand on est dans une situation comme celle-là, devoir décohabiter de force avec zéro ressource, on se retrouve tout de suite dans une situation de très grande fragilité. Aujourd'hui, sur les réponses, si on parle de la question du marché de l'emploi d'une part et du marché du logement d'autre part, qui sont un peu les deux sujets sur lesquels on va intervenir le plus, il y a à la fois des solutions internes et des solutions externes. C'est-à-dire interne en tant que solidarité nationale, comment est-ce qu'on va répondre? Alors ça va être des outils comme le RSA, comme l'assurance chômage pour permettre d'aider les jeunes à avoir des revenus côté emploi. Et côté logement, ça va être des outils comme l'hébergement d'urgence quand c'est nécessaire, ou plus généralement pour plus de public, la question des APL. Mais en même temps, il y a toute une part externe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va réguler ces marchés. Et il y a tout un tas de réflexions sur comment est-ce que on va travailler sur le fait d'éviter les discriminations du public jeune sur le marché du travail, mais aussi comment est-ce qu'on pourrait réguler le marché locatif privé pour qu'il laisse une place un peu moins difficile aux jeunes. Donc il y a toujours plusieurs solutions pour répondre. Et on va dire les outils qui ont été développés depuis plusieurs années, je pense par exemple à la garantie jeune qui était un peu l'outil principal d'accès des jeunes à l'emploi, a produit des effets assez intéressants, mais à mon sens pas suffisants. C'est-à-dire qu'il y a un développement porté par les missions locales vraiment d'un accompagnement programmatique assez complet avec une allocation, mais qui par définition est à durée limitée.
Or, quand on a un outil qui dure 1 an ou 18 mois sur une période c'est de la peut-être vie pas de assez. 18 à 25 ans qui dure 7 ans, on n'apporte pas Oui, forcément, il y a des trous dans la raquette. Il y a des trous dans la raquette. Tout à fait. Et en fait, on n'arrive pas à avoir des réponses en termes global, en termes universels, parce qu'on aime bien parler d'universalité. Et donc, la réponse, quand elle n'est pas universelle, mécaniquement, elle va laisser des moments de fragilité, des moments charnières. Ça peut être le passage de la décohabitation du foyer parental vers son premier foyer, ou ça peut être le passage du statut d'étudiant au statut de salarié. Tous ces micro-moments qui sont des fragilités avec des recohabitations et des allers-retours. Tout ça, aujourd'hui, il y a énormément de trous, de zones grises, de difficultés dans lesquelles vont tomber les jeunes. Et ça devient des sources de rupture d'accompagnement, de Absolument. rupture de soutien qui peuvent devenir effectivement catastrophiques aussi pour les jeunes. Et on a trop tendance à les catégoriser, à faire des catégories de jeunes spécifiques sur lesquelles on va apporter une réponse spécifique. Le vocabulaire a énormément évolué. Et il y a des années, on parlait de needs, puis après on a parlé de jeunes vulnérables, puis jeunes invisibles, puis jeunes en rupture maintenant sur les derniers appels à projets. Voilà, ça évolue en permanence. Pas toujours tout à fait pour le même public, alors que finalement, si on arrivait à avoir une réponse globale et universelle, ça permettrait d'avoir en permanence ce filet de sécurité, qui soit en termes financiers, en termes d'accompagnement et en termes de logement. D'accord, très bien. Alors justement, par rapport à votre dernière réflexion, je regarde une question internaute qui nous est posée et qui rejoint peut-être ce que vous nous avez dit sur la fameuse réponse universelle. Faut-il faire évoluer notre système de protection sociale pour tenir compte des besoins de la jeunesse? Moi, je voudrais peut-être que vous puissiez réagir sur cette question. Ça rejoint, est-ce qu'il faut avoir justement, par rapport à ce que vous avez dit, une vision peut-être plus universaliste de notre système de protection sociale? Est-ce qu'il faut, puisqu'on sait qu'on a plusieurs risques qui composent notre système de protection sociale, réfléchir à l'élaboration d'un autre risque? Alors, je vous pose la question très ouverte. Qu'est-ce qu'on peut changer dans notre système pour mieux accompagner les jeunes? Pour prendre un exemple très concret, un des outils principaux de la politique du logement et qui est très sollicité par les jeunes, ce sont les aides au logement, donc les APL et tous leurs dérivés, qui sont aujourd'hui une des aides sociales les plus efficaces en France dans la réduction de la pauvreté. Malheureusement, comme on le sait, il y a eu pas mal d'attaques sur les APL ces dernières années. Oui, des réductions. La coupe brute de 5 €, puis la sous-indexation par rapport à l'inflation ces dernières années et la réforme de la contemporanéité il y a de cela 2 ans qui a eu un impact assez massif sur les jeunes. Et en réalité, donc, plus on va spécialiser, moins on va réussir à répondre à ces problématiques. Et donc, en termes de protection sociale, il y a pas mal d'acteurs qui vont défendre des outils un peu plus généraux. Par exemple, une forme d'allocation d'autonomie, qui serait de dire, on parle des fois de revenus de base ou autre. Là, ce serait vraiment de manière transitoire pour le public jeune, pour s'assurer notamment que les transitions d'un statut ou à un autre se passent bien. Ou alors, à un moment donné, sur l'évolution de la garantie jeune, ce qui était proposé par les associations, c'était d'aller vers une garantie jeune universelle qui en fait évoluerait en fonction de la situation, que ce soit sur l'allocation ou l'accompagnement, mais qui s'adapterait aux jeunes plutôt que ce soit un contrat que doit aller chercher le jeune auprès d'acteurs. Qui viennent forcément conditionnés par... C'est ça, par définition, même si c'est un droit ouvert, ça pose de toute façon des freins. Et dans le secteur plus spécifique du logement, ce qu'on a défendu depuis des années, c'est la question de la garantie universelle des loyers, c'est-à-dire comment est-ce qu'on considère que l'accès au logement et les impayés, les difficultés dans le logement constituent un risque social, comme tous les autres risques que couvre la protection sociale, et comment est-ce qu'on essaie d'y répondre. C'est aussi porté par pas mal d'acteurs du secteur. Malheureusement, aujourd'hui, les politiques publiques ne répondent pas du tout à ces enjeux-là. D'accord, très bien. Tom, moi je voudrais justement vous reposer peut-être cette question sur l'évolution de notre système de protection sociale. Est-ce qu'il faut avoir une vision justement peut-être plus universelle, moins conditionnée, moins segmentée des aides qu'on peut apporter à ces jeunes? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, déjà, le point de départ, c'est que le système français a beaucoup de trous dans la raquette du point de vue des jeunes. Le fait qu'il soit très familialisé signifie qu'il y a très peu d'aides pour les jeunes. Et que quand elles existent, ça veut dire qu'il est forcément conditionné chaque fois au revenu de la famille. Hein, c'est ça, c'est que la logique du système, c'est de dire c'est d'abord à la famille de prendre en charge leurs enfants. Voilà. Et comme les jeunes sont des enfants, c'est à la famille, dans un premier temps, de les prendre en charge. Voilà. Donc il y a de l'action publique, mais elle passe par la famille, premièrement. Et deuxièmement, ça ne veut pas dire non plus que l'État ne fait rien. L'État fait beaucoup de choses en France, en l'occurrence. La politique de jeunesse est relativement développée. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Seulement, ce sont des politiques de jeunesse catégorielles qui ne sont pas du coup du droit commun. Ce ne sont pas des dispositifs légaux, ce ne sont pas des droits sociaux. Ce sont des dispositifs ad hoc voilà, pour telle ou telle catégorie ciblée qui change tout le temps en fonction d'un gouvernement à l'autre, etc. etc. Et donc,
c'est pas forcément le plus efficace pour plein de raisons différentes, et donc ça nécessiterait un certain nombre de réformes de la protection sociale, effectivement. Mais de ce point de vue-là, du point de vue de cette réforme de la protection sociale, il y a effectivement deux stratégies différentes qu'on peut identifier. Il y a la stratégie où on considère que c'est un nouveau risque social, la jeunesse, qui nécessite du coup l'institutionnalisation d'une nouvelle branche, d'une nouvelle politique jeunesse beaucoup repensée, plus intégrée, etc. Oui. Et il y a le fait de reconnaître le statut d'adulte des jeunes, qui fait qu'on intègre les jeunes dans la protection sociale classique, mais sans reconnaître une nouvelle branche ou un nouveau risque, etc. Ce qui serait peut-être plus simple. C'est deux stratégies différentes. C'est deux stratégies différentes, et en l'occurrence, la France va plutôt sur l'institutionnalisation de la jeunesse. Ça a été, mais c'est très ancien en fait, ça remonte aux missions locales, qui d'ailleurs avaient justifié la limite d'âge pour le RSA à 25 ans, etc. Donc on a une très forte institutionnalisation de la politique de jeunesse, mais dans les pays qui reconnaissent le statut d'adulte des jeunes, c'est pas le cas en fait. Ce ne sont pas des politiques de jeunesse, ce sont des politiques du cours de vie, ce sont des politiques de droit commun, ce sont des politiques pour les adultes auxquelles peuvent bénéficier les jeunes, parfois avec un petit ciblage pour les individus de tel à tel âge ou pour telle ou telle situation. Mais très à la marge. Mais très à la marge et dans la logique globale en fait d'individualisation des politiques sociales. Mais ce qui se passe dans ces pays-là, c'est d'abord et avant tout l'accès au droit commun de tous les individus à partir de 18 ans, parce qu'à 18 ans, vous êtes un adulte. Et donc, en France, ça se traduirait, donc la réforme la plus symbolique d'un point de vue politique, de la logique du système, mais aussi ayant des effets sociaux très très forts, c'est évidemment l'ouverture du RSA au moins de 25 ans, puisque le RSA interdit au moins de 25 ans, c'est le symbole de cette familialisation et de cette non-reconnaissance du statut d'adulte des jeunes, d'une part, donc d'un point de vue symbolique, ce serait très fort, et d'un point de vue aussi social, comme le disait Tommy, le CEJ, la garantie jeune, peut avoir des effets plus ou moins positifs. Il y a des débats, elle est en train de changer et tout. Il y a des critiques qui peuvent être émises éventuellement, mais même si elle était la plus efficace possible, à partir du moment où elle est limitée dans le temps, que ce n'est pas un droit social, elle ne peut pas couvrir toutes les situations. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, il faut avoir une pensée plus globale en fait, du soutien aux revenus des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'un seul dispositif réglera le problème du soutien aux revenus, par exemple avec un revenu de base, etc. Oui, c'est simplement une question d'approche. Mais c'est une question d'approche, c'est-à-dire à partir du moment où on considère que ce sont des adultes, ça veut dire qu'ils ont accès à un soutien aux revenus. Après, le soutien aux revenus peut être différent en fonction des situations. Ça peut être une allocation d'études lorsqu'on fait des études, ça peut être le CEJ quand on est proche de l'emploi, etc. Ça peut être le RSA dans d'autres situations si vous êtes plus éloigné de l'emploi, etc. Mais en gros, il faudrait une espèce de continuité, une garantie universelle de soutien aux revenus pour les individus à partir de 18 ans. Très bien. Dernier élément, Pour abonder sur ce point-là, sur la question de l'institutionnalisation, nous, dans la zone d'éclage, on travaille jusqu'à 30 ans, donc c'est-à-dire on a toute une partie du public de 25 à 30 ans qui a ces outils type RSA et autres, et pourtant ils connaissent des difficultés importantes aussi sur le marché du travail et sur le marché du logement. Donc effectivement, les réponses en termes d'institutionnalisation, créer des cases, créer des barrières d'âge ne seraient pas forcément les plus pertinentes. Ce qu'il faut, c'est créer justement cette continuité en matière d'accès aux droits communs, y compris jusqu'à 30 ans et même au-delà. Très bien, messieurs, je vous remercie. On a bien pris la mesure des difficultés que subissent les jeunes, mais aussi de l'approche qu'il est nécessaire d'avoir pour tenter de surmonter ces obstacles. Alors parmi les jeunes les plus vulnérables, effectivement, les enfants accompagnés sont sans doute les plus fragiles. Ce sont de ces jeunes dont nous allons parler dans notre prochaine séquence. Pour débuter celle-ci, je vous propose de découvrir l'action de l'AMEX Saint-Pie-X en région parisienne, un établissement des apprentis d'Auteuil qui tente de donner aux enfants qui l'accompagnent toutes les chances de préparer leur avenir dans les meilleures conditions. Reportage. Les difficultés des jeunes que nous accompagnons, cela va dépendre de l'environnement familial dans lequel ils ont baigné, des difficultés qu'ils ont rencontrées aussi en scolarité. Donc voilà, par exemple pour les adolescents, voilà, le focus va être beaucoup fait sur la scolarité, souvent les signalements aussi partent de là pour les plus grands. Donc c'est redevenir un élève par nos méthodes, par notre suivi individuel pour des jeunes pour lesquels les parents ont eu des difficultés aussi dans la gestion de leur quotidien. Et pour les petits, voilà, ça va être la séparation avec leur famille qui va être très importante et des manques de repères qu'ils ont eus suite aux difficultés que leurs parents ont rencontrées.
Donc ce qu'on essaie d'apporter à ces jeunes et ce qui rythme notre travail au quotidien, c'est un retour de la confiance en soi, de l'estime aussi pour eux, parce que c'est des enfants qui vont arriver fragilisés, avec leurs repères qui changent, ils sont très attachés à leur famille, donc d'arriver ici dans un groupe où il y a 12 autres jeunes, ils vont être vraiment en perte de repères, et puis de leur dire qu'ils sont capables de faire des belles choses, que malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, ça peut être aussi que momentané, et que nous on va, avec l'aide aussi de leur famille, en intégrant les familles dans ce travail-là, pouvoir leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent après devenir des adultes en confiance, debout, et qui puissent réussir leur vie. Parce qu'en fait, on fait attention au vivant. Quand on revoit des jeunes, que ce soit sur nos repas des anciens, ou comme je vous disais tout à l'heure, un enfant pour qui vous avez compté, il arrivera toujours à vous retrouver. Et c'est une fierté. Et voilà, c'est ce qui fait une grande partie de notre métier aussi, cette gratification qui est complètement gratuite, mais cette fierté de se dire on a été là dans une période de leur vie, et 10 ans après, ils vont se souvenir de vous. Et donc, ça fait, on sait pourquoi on se lève le matin. Donc c'est vrai que nos métiers sont, alors au-delà d'être pas valorisés, ils sont méconnus. Donc on beaucoup parlent d'un métier qu'ils ne connaissent pas. Moi je vous invite à suivre au quotidien des éducateurs, des chefs de service, des maîtresses de maison qui travaillent au quotidien. Et pour moi il n'y a que ça qui peut parler. J'ai fait des interventions dans des écoles, ils sont en 3e année d'éduc, ils ne savent pas ce que c'est une MEX, ils ne savent pas ce que c'est un foyer, la protection de l'enfance, ils ne savent pas. Donc moi j'invite vraiment à connaître ces métiers-là, à venir à la rencontre de ces professionnels-là et de nos jeunes aussi, parce que c'est aussi nos jeunes qui nous font apprécier et aimer ce qu'on fait au quotidien.